Et pour discuter de nos sujets pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Ahmed Lessi Nassif. Vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, premier sujet, il s'agit de l'inauguration aujourd'hui de la 5e édition de l'exposition pétrolière Égypte 2022. Tout d'abord, quelle est l'importance d'une telle exposition? Je pense qu'une telle exposition a une importance qui est très stratégique pour l'État égyptien. Ce n'est pas une question d'une exhibition seulement, c'est beaucoup plus important que ça. Pour la première fois, l'Égypte est en train de passer d'un état de consommateur d'énergie, notamment le pétrole, pour être un joueur très important dans la région. Donc vraiment, c'est une transformation stratégique pour l'Égypte et économique qui change pas mal de choses dans l'équation économique et le rôle que l'Égypte est en train de jouer dans la région, économiquement et politiquement, bien sûr. Et là, on est en train de voir l'importance que l'Égypte est en train d'occuper aujourd'hui. On avait, si je ne me trompe pas, presque 12 ministres d'énergie des pays différents, et on avait 450 plus ou moins sociétés multinationales et locales ou régionales dans le domaine de l'énergie. Donc ça nous démontre l'importance et le changement très important que l'Égypte est en train de subir dans le domaine de l'énergie. De quoi il s'agit exactement? C'est-à-dire si on parle d'une exposition pareille, qui est qualifiée en tant que la plus grande exposition au monde. Le pétrole, c'est un genre d'affaires qui est très spécifique et très spécial. Comment ça se passe généralement? On a des terrains, donc un pays comme l'Égypte ou n'importe quel autre pays, il y a des terrains, et on fait comme un grid sur ce terrain et on donne une partie de la terre à une des sociétés pour exploiter, pour voir s'il y a tout simplement s'il y a de pétrole ici ou là, ou pas. Avant ça, il y a pas mal, ça c'est très cher, hein? C'est très cher. Donc maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a plusieurs technologies qui sont en train de se développer pour savoir très rapidement et avec le minimum des coûts s'il y a un pétrole, surtout avec des quantités économiques qui vaut l'investissement dans ce qui est cher pour mettre ou des puits ou de base de vie, ou comment ça va se passer, ça dépend où ils sont, pour exporter ce pétrole. Et là, c'est ça vraiment la concurrence entre les sociétés différentes. Quelle technologie, comment est-ce qu'on peut utiliser le morceau de terrain qu'on a pris ou on a été nommé comme société, comment on peut le plus rapidement possible, avec le moins de coûts possible, savoir si vraiment il y a une opportunité économique dans cet endroit ou non. Et c'est ça la concurrence, et c'est pour cela qu'on voit tous ces multinationales énormes, les plus grands joueurs étaient ici, étaient présents. Et ça, c'est quelque chose de très impressionnant que l'Égypte a pu attirer, je ne veux pas les nommer, mais a pu attirer les plus grands joueurs dans ce domaine. Pourtant, je vais les nommer, c'est-à-dire le président Abdel Fattah al-Sisi s'est rencontré avec le PDG de BP, British Petroleum, et l'entreprise de Apache, l'américaine. Alors, de quoi il s'agit? Si vous allez le nommer, je vais vous suivre, mais aussi ce qui a été intéressant, c'est que son Excellence, quand il était en train de visiter les stands des sociétés différentes. Donc, on a vu Chevron, on a vu Schlumberger, Total était là. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la présence et l'intérêt de ces très grandes multinationales pour que l'Égypte puisse utiliser
les biens qu'on a, ils sont cachés quelque part. Je me rappelle quand on était jeune, on toujours se demandait, entre la Libye et l'Égypte, on a une ligne droite tracée comme ça. Et pourquoi est-ce que le pétrole est venu jusqu'à cette ligne? C'est arrêté, c'est pas logique. Et c'est aujourd'hui qu'on est en train de voir comment on est en train d'évoluer. On est tous au courant de ce qui est en train de se passer en Europe, surtout en Russie et l'Ukraine. Et une des plus grands atouts dans cette confrontation, c'est l'énergie, notamment le gaz. Et là, le gaz naturel, on pense qu'on a un potentiel énorme dans l'est de Méditerranée, et surtout que ça, c'est une des formes les plus propres, les plus qui n'aiment pas l'environnement autant que les autres sources les autres formes d'énergie. Donc, c'est presque un double tranche. Ça veut dire que on a de l'énergie. En plus, c'est de l'énergie qui est très responsable sur le niveau d'environnement. Donc là, je pense que vraiment, ça peut changer beaucoup pour l'Égypte. On disait pour des années, si ce n'est pas des siècles, que toujours l'Égypte c'était un problème économique. Donc là, le président et l'administration présente sont en train de se focaliser sur les défis économiques qu'on a et en utilisant les opportunités qu'on peut avoir. Donc vraiment, c'est pour ça que j'étais en train de dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'une exhibition. C'est vraiment le futur du pays, c'est le futur de l'économie. On est en train de voir les montants qu'on est en train de dépenser très correctement, mais ça coûte quand même de l'argent pour fixer la campagne égyptienne et les villages là-bas. Ça coûte presque 40 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, dans un seul an. Donc, on doit trouver des moyens de financer ces genres de dépenses qu'on a bien besoin de dépenser. C'est très bien de dépenser, mais de l'autre côté, on doit les équilibrer avec un genre de revenus balance. Et là, on est en train de le faire. Si on a l'indépendance économique, on a beaucoup de liberté. Ça me rappelle une des sociétés que je travaillais avec, une multinationale très fameuse. Elle avait 5 règles. Une des règles était qu'on doit toujours rester libre. Pour qu'on reste libre, on doit gagner de l'argent. C'est très intéressant parce que si on est en train on a de l'indépendance économique, ça va nous donner l'indépendance dans pas mal d'autres domaines aussi. C'est très bien. Bon, je vais passer à notre deuxième sujet. C'est concernant une visite qui a été effectuée par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, à Bonn, en Allemagne, pour discuter ou bien pour préparer le terrain pour la prochaine COP 27 qui sera tenue en novembre prochain en Égypte. Alors, pourquoi M. Sameh Shoukry est allé en Allemagne pour discuter de ça? Une deuxième fois, on sait ce qui a été annoncé, bien sûr, mais je pense aussi, si on regarde, on creuse un peu profondément, et si on lit ça avec ce que le président a dit dans son discours à propos de l'Afrique et ce qu'on a en Afrique. Donc, je pense que, pour commencer avec, c'est une très bonne nouvelle que l'Égypte est en train d'avoir COP 2027. Bien sûr. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'Égypte. Et une deuxième fois, ça démontre l'importance de l'Égypte qu'on est en train de jouer dans la région, ou dans les 3 régions, vraiment, le Moyen-Orient, l'Afrique et les pays arabes. Donc, on vient de plus en plus un point central
un axe que on n'est pas, comment dire, on est un joueur très important et on est en train de renforcer cette idée, la confirmer sur plusieurs, dans plusieurs dimensions, sur plusieurs domaines. Donc là, une deuxième fois, je pense que on est en train de faire un exemple très intéressant avec le plus grand champ d'énergie solaire dans le monde, oui, qu'on vient d'inaugurer il n'y a pas longtemps. Et Bemben, oui, absolument. Et aussi avec tout ce qu'on est en train, les efforts qu'on est en train de faire pour le gaz qui est un moyen très naturel pour ou pas abrasif pour l'environnement. Mais aussi, je pense que, et le président a dit ça, que les pays occidentaux ont un rôle très important à jouer pour aider la plupart des pays africains. Si on regarde l'Afrique aujourd'hui, on est vraiment loin. Presque malheureusement dans tous les domaines. Et les guerres et les conflits qu'on a en Afrique n'aident pas. L'Afrique a été exploitée pour pas mal de temps, pour des années et des années. Et on a eu en Afrique très peu de développement. Donc là, c'est le moment que les pays occidentaux, qui sont beaucoup plus riches que les pays africains, soutiennent les pays africains, leur donnent la main et les aident pour qu'ils puissent se mettre à niveau, pour qu'ils soient des pays responsables du niveau d'énergie. Et on a vu ça aussi dans le Covid. C'était très intéressant parce que on est tous sur la même planète. On souffre maintenant, les problèmes ne sont... On a des problèmes peu régionaux de pays à l'autre, mais c'est très important on est en train de faire face pour presque la première fois dans l'histoire avec des problèmes globaux. Donc, un problème comme l'environnement, on ne peut pas les gérer d'un pays oui ou un pays non. L'ozone, c'est la même chose. Le Covid, c'est la même chose. Donc, on est en train... Ça, c'est la théorie de Max Weber, il y a très longtemps, qu'on est en train presque de passer à la globalité. Et là, ça devient de plus en plus très intéressant de voir que si on ne s'aide pas, c'est comme l'histoire qu'il y avait des gens dans un bateau et un était en train de mettre un trou dans le bateau. Donc tout le monde va couler. On ne peut pas dire ça c'est parti dans le bateau et ça c'est la mienne. Ça ne marche pas comme ça. Okay? Si on va couler, tout le monde va couler. Et on n'est pas loin de ça. Donc je pense que le président a bien accentué cet axe qu'on doit vraiment aider les pays africains et ça c'est une très bonne opportunité. Très bien. Il y a, si on parle de la COP, on parle des changements climatiques, on parle de tout ce qui est énergie verte, on se dirige vers ça, mais l'Afrique possède un très grand problème, il s'agit de la désertification. Et là, il y a beaucoup de grands projets pour faire face à la désertification, mais jusqu'à présent, vraiment, il n'y a pas d'aide vraiment pour l'Afrique. On a ça, et en plus, on a un surplus ou un peu trop d'eau dans des autres endroits. Oui. Donc c'est une question de gestion, c'est pas une question de ressources. De ressources. Oui. Mais comment on est en train de gérer nos ressources. Et on a besoin de beaucoup de technologie pour aider ça. Et malheureusement, le niveau du développement ou sous-développement de pas mal de pays en Afrique, que ça va être très dur de faire ça tout seul. On a vraiment besoin de beaucoup d'aide, qu'on puisse avoir une bonne gestion des ressources qu'on a en Afrique. Et ça a été très bien mis d'une façon
Si l'Ouest et surtout l'Europe sont en train de souffrir ou comment dire, de ne pas être très tranquille avec l'immigration illicite qui vient à travers le Méditerranée. Donc, ils doivent. La meilleure façon, c'est pas le contrôle, c'est pas la résistance aux symptômes. On doit partir sur la cause principale, la racine de ce qu'on est en train de voir. Parce que si ces gens sont tranquilles chez eux, ils ont de quoi vivre. Je ne pense pas qu'ils vont risquer leur vie. On arrive à cet état seulement quand on n'a rien à perdre. Même sa vie devient très bon marché à ce point-là. Donc là, c'est très important pour le bien de l'Europe qu'il aide l'Afrique à se développer et gérer les défis qu'ils ont. Et l'Afrique a bien besoin de pas mal de support. En même temps, la bonne nouvelle que l'Afrique est très riche en ressources naturelles, mais les gens ne savent pas comment les utiliser, on n'a pas les bons programmes, on a de la corruption, on a des conflits, donc on doit calmer ça et un peu aider les pays africains pour se développer dans la bonne direction. Très bien. Je vais passer à au troisième sujet pour ce soir. C'est lors de sa participation au sommet UN-Océan à Brest, en France, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son aspiration à poursuivre une communication active avec l'Union européenne au cours de la période à venir pour maintenir l'élan actuel concernant les relations conjointes. Comment vous trouvez aujourd'hui les relations égypto-européennes ? Pour commencer avec, les relations égypto-européennes sont, je pense, dans un état super bien qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu ainsi des relations positivement. Mais c'est très important qu'on soit très proche avec nos confrères en Europe, surtout les grands pays en Europe, la France, l'Allemagne, parce que la région passe avec des temps qui sont très très critiques et vraiment c'est très important que ce dialogue reste très ouvert, reste très transparent entre nous et nos confrères en Europe. On a l'histoire de la Libye. Ça n'est pas encore résolu. Et la Libye, avec 1200 km de frontière avec l'Égypte, c'est une priorité pour l'Égypte. C'est une profondeur très stratégique pour nous. Et en même temps, il y a des idées ou il y a des directions qui sont différentes entre, ça c'est pas un secret, entre la France et l'Italie, par exemple, pour l'histoire de la Libye. Et c'est très important qu'avec le rôle que l'Égypte joue, qu'on garde un dialogue très ouvert pour qu'on résoudre l'histoire qu'on a là-bas en espérant qu'on pourrait avoir un gouvernement légitime qui peut avancer le pays et calmer la situation qui est un peu chaotique à ce moment. Un peu à l'est, le Liban, ça ne va pas très bien toujours. La Syrie, la même chose. L'Irak, c'est un peu pas où on désire qu'il soit. L'Iran est en train de jouer un peu partout avec les groupes militaires et les paramilitaires qu'elle finance, que ce soit en Yémen ou en Syrie ou au Liban et même en Irak. Donc là, c'est très important qu'on garde les canaux de communication très ouverts avec l'Europe et les pays principaux là-bas. C'est très très important. Et ce qui est très positif, que ces pays, je pense que maintenant, avec le président Sisi en place, je pense que leur regard pour l'Égypte a bien changé. Ils étaient un peu pas très sûrs, il y avait en 2011 ou jusqu'à 2013, je pense, mais maintenant, je pense qu'ils se sont
devenu beaucoup plus sûr. Et certes que on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. L'Égypte est un joueur principal dans la région. Et pratiquement toute grande décision dans cette région doit passer par la porte égyptienne. Et je pense que ce message est très très clair en Europe ces jours-ci. Et c'est là que, pour répondre à votre question, c'est là qu'on voit cette visite et l'importance de cette visite en Europe dans ce moment. Ouais, très bien. Vous parliez tout à l'heure de l'émigration clandestine d'Afrique vers l'Europe. Et il y a les responsables européens qui ont rendu hommage aux efforts de l'Égypte pour faire face à ce phénomène, en disant qu'il n'y avait pas eu d'émigration à partir de l'Égypte vers l'Europe durant quelques années. Alors, quels sont les efforts joués par l'Égypte? Les efforts ont été par un très bon contrôle pour nos côtes, surtout le côte nord, le maritime nord, et qui a pris pas mal des investissements, pas mal des troupes qui ont été mises en place pour contrôler ça. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire, mais ce n'est pas la solution finale, si vous voulez. Ouais, l'Égypte a contrôlé, mais la Libye, oui. C'est pas contrôlé. Et je pense qu'il y avait quelques semaines qu'il y a eu un bateau à partir de la Tunisie qui s'est coulé. Oui, oui. Il y avait je ne sais pas combien de morts. Donc, le contrôle, c'est bien, mais pas tout le monde a les mêmes moyens, la même discipline que l'Égypte a. Et là, on doit partir, comprendre les racines du problème et résoudre ça. Et ça nous ramène dans la direction du développement. Comme vous venez de dire, l'histoire de la sécheresse et comment on est en train de gérer ça, les conflits différents, le développement économique en général, l'éducation. Et là, je pense que il y a un rôle pour un peu fermer un peu le gap qui a été créé par les années des colonisations européennes en Afrique. Donc, je pense que l'Europe doit à l'Afrique un peu du support et soutien. Oui, oui. Surtout avec l'histoire entre l'Afrique et l'Europe. Si on parle précisément des relations économiques entre l'Égypte et l'Union européenne. Une deuxième fois, je pense qu'on est dans ces relations sont dans un très bon état. On voit qu'on a eu une augmentation ou un record que surtout dans les exportations agriculture à partir de l'Égypte, surtout les fruits et tout. Donc ça se passe les légumes. Ouais. Donc ça se passe très bien. Et de l'autre côté, on voit que une deuxième fois, l'Allemagne nous a bien aidés, ou pas aidés, mais ils se sont aidés eux, mais on a fait des bonnes affaires avec eux pour tout ce qui est infrastructure, et ainsi la France aussi. Donc on a des relations qui sont très robustes, très solides, surtout avec ces deux pays. Et ça, je pense que ça se passe très très bien. Là, on doit continuer le trajet et on désire voir que chaque année, ça devient un nouveau raccord pour un nouveau chiffre d'export. Et c'est ça la seule solution pour que l'Égypte rebalance la déficit du commerce international. Avec l'Union européenne surtout. Avec l'Europe. On a un peu avec la Chine, mais ce n'est pas aussi important que ça. Et je pense que comme marché, comme destination, l'Europe et un peu la Russie sont les plus grandes destinations des produits égyptiens. Oui. Si je reprends la question politique, comment
On admet que l'Égypte est un pays très très important dans la région. Et comme vous venez de dire que pour résoudre n'importe quel problème, il faut passer par la porte de l'Égypte. J'utilise votre expression. Alors comment on peut coopérer avec l'Union européenne pour résoudre les problèmes de la région? Si on passe de la Syrie, en passant par le Liban et la Libye, etc. Ben, dans la politique, on n'a pas c'est pas sentimental. Désolé, on est le Saint-Valentin aujourd'hui, mais c'est une histoire des intérêts et finalement mutuels. Donc, je pense que l'Égypte a un atout qui est très très spécial. Comme on dirait, on peut parler les deux langues, si vous voulez. La langue régionale, c'est quoi les intérêts, comment ça se passe entre les tribus différentes, par exemple dans un endroit comme la Libye, c'est quoi les poids des différents, on comprend très bien, mieux que n'importe qui, la culture, la carte de l'islam politique et tout ça. Et en même temps, on peut comprendre très bien la culture européenne et comment ils sont en train de penser et c'est quoi leur priorité. Et là, ça nous met dans la position qu'il n'y a pas un meilleur médiateur qui peut comprendre les deux langues et essayer de réduire les points de différence et construire des solutions sur les similarités qu'on a dans les deux côtés qui sont souvent ou très souvent opposés, si vous voulez. Donc, l'Égypte joue ce rôle pivotal entre les deux directions. C'est pour ça que je pense que en Europe, ils sont arrivés à la conclusion que vraiment, ça doit passer par l'Égypte pour qu'on résolve les choses. Pour toutes les questions, c'est-à-dire, vous avez parlé de la Libye, mais il y a aussi le Soudan. Il y a le Soudan, les frontières, les pays frontaliers. Mais écoutez, ce qui est en train de se passer quand même, par exemple, que les Émirats sont en train d'être attaqués par des missiles qui viennent. Mais ça, c'est tout à fait inacceptable. La sécurité de la mer Rouge, surtout dans le sud. On a d'un côté, on a la Somalie et de l'autre côté, on a le Yémen. Et donc ça, c'est vraiment, c'est pas la meilleure situation d'avoir, qui met en risque le canal du Suez. Mais c'est pas parce que c'est égyptien, mais c'est international. C'est international et c'est c'est le passage international maritime le plus important du monde. Donc, et tout ça, la région n'est pas dans sa meilleure période ces jours-ci. Je parle de cette région-là. Donc, l'Égypte, grâce à Dieu, et merci à notre président et administration qui est très, très sage, si vous voulez. On est très loin, on est bien stable comme pays. Et je pense que la stabilité de l'Égypte, c'est quelque chose qui est comment dire, primordial, absolument, oui, parce que sinon, cette région va sortir hors de tout contrôle et mettre tout le monde dans un très grand risque. Bien sûr. Monsieur Ahmed Lessinansef, je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et économie. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements et ces analyses. Merci à vous. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Très bonne soirée. Au revoir.